Pour le 8e anniversaire de ma fille, mon frère a annoncé qu'il avait été admis à Harvard. Ensuite, ils ont transformé l'événement en sa fête, alors même que ma petite de 8 ans était obligée de nettoyer le glaçage sur le sol pendant qu'il l'enjambait. Je n'ai pas crié, mais le lendemain matin, ils ont trouvé ceci sur la table et sont devenus livides. On vous dit que les enfants se souviennent des grands événements. Le premier jour d'école, la première fois qu'ils font du vélo, la première fois que quelqu'un leur brise le cœur et que vous ne pouvez pas arranger ça avec un pansement et un dessin animé. J'avais l'habitude de penser que les anniversaires étaient le genre d'événements importants et rassurants. Le genre que vous pouvez contrôler si vous essayez assez fort. Des ballons, un gâteau, une couronne en plastique bon marché qui, d'une manière ou d'une autre, devient sacré. Un jour où le monde est censé regarder votre enfant et dire « tu comptes ». Ma fille Emma décomptait les jours avant ses 8 ans comme s'il s'agissait d'un lancement spatial. Elle ne voulait pas de cirque. Elle ne voulait pas de foule. Elle voulait quelque chose de simple. Sa meilleure amie Zoé, la famille, et une journée qui ne serait pas engloutie par le bruit des autres. J'ai organisé tout l'après-midi autour de cela. Le salon ressemblait à une tempête de tons pastel qui avait décidé de s'installer. Des serpentins, des ballons, une banderole qui disait « Joyeux 8e anniversaire, Emma ». Le gâteau sur le comptoir comme une promesse, vanille avec une garniture aux fraises, glaçage rose, son nom éplé en lettres élégantes. À midi, les gens ont commencé à arriver au compte-gouttes. Pas une foule, juste la poignée habituelle de parents qui se montrent pour les obligations familiales et le gâteau gratuit. Ma tante est arrivée en premier, celle qui sent toujours le parfum et les opinions. Elle a embrassé Emma sur la joue et a dit « déjà 8 ans ». Comme si Emma avait personnellement accéléré le temps pour l'incommoder. Mon oncle a suivi, tenant un sac cadeau et regardant ma maison de la même manière que les gens regardent les chambres d'hôtel, curieux, évaluant si le matelas vaut le prix. Quelques cousins sont venus aussi, souriant, discutant, suivant le script social. L'un d'eux a immédiatement commencé à filmer des petits clips d'Emma ouvrant ses cadeaux. Pas par méchanceté, juste par modernité. Comme si l'enfance n'était réelle que si elle était archivée. Maman et papa étaient là, bien sûr. Ils vivent avec nous. Ils étaient dans leur mode habituel. Maman voletait autour comme si elle était l'animatrice d'une émission de jour. Papa planté dans un fauteuil avec cette posture, je suis là, donc je suis utile. Mon frère Ethan était là aussi, se prélassant comme s'il appartenait à la maison de la même manière qu'un chat appartient à un rebord de fenêtre, à l'aise, certain, attendant l'attention sans techniquement la demander. Zoé est arrivée avec sa mère. Zoé et Emma ont immédiatement disparu dans l'orbite l'une de l'autre, comme si la gravité avait fait les présentations. Pendant un moment, ça a marché. Emma avait les yeux brillants, sautant entre les invités et la table à gâteaux, gardant une main sur sa couronne comme si elle pouvait s'envoler. Elle était si prudente avec son bonheur que ça m'en faisait mal. Quand le moment est venu, j'ai porté le gâteau dans le salon, bougie prête, briquet à la main. Emma et Zoé étaient assises sur le canapé, les genoux repliés sous elles, attendant comme si c'était l'événement principal. C'était le moment. Et puis Ethan s'est levé. Avant de faire ça, a-t-il dit, pas fort au début, juste assez pour couper la parole à la salle. J'ai senti mon estomac se nouer parce que je connais ce ton, le ton où je m'apprête à détourner les projecteurs, le ton de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non et qui n'a aucune raison de commencer à y croire maintenant. Les visages de maman et papa étaient déjà figés, souriants, prêts, comme s'ils avaient répété. Ethan a levé son téléphone comme une preuve. J'ai été admis à Harvard. La salle a explosé comme elle le fait toujours quand Ethan dit quelque chose. Les gens ont applaudi. Ma tante a poussé un cri de surprise. Quelqu'un a même gloussé. Papa a tapé dans le dos d'Ethan et a dit « C'est mon fils ». Comme si Ethan venait de porter un soldat blessé hors d'un champ de bataille. Et puis maman a sorti un deuxième gâteau. Un vrai, pas un gâteau de supermarché de dernière minute. Glaçage blanc, lettres cramoisies, félicitations, Ethan. Papa a sorti une banderole, aux couleurs de Harvard, avec des étoiles, son nom. Elle s'est déployée juste au-dessus des décorations d'Emma comme si elle attendait de les remplacer. C'était si planifié que c'en était presque impressionnant, si cela ne s'était pas produit le jour de l'anniversaire de mon enfant. Le visage d'Emma a changé. Pas une colère, pas de drame, juste du calme. Je tenais toujours le briquet. Les bougies d'Emma n'étaient toujours pas allumées. Autour d'Ethan,
les adultes grouillaient. Quand pars-tu? As-tu postulé tôt? Que étudies-tu? Vous devez être si fiers, a dit quelqu'un à ma mère, comme si Emma n'existait pas à 2 mètres de là sous sa couronne. Ethan se tenait au milieu, s'en imprégnant, souriant, ce sourire facile que les gens ont quand les louanges n'ont jamais été rationnées. Et puis la porte d'entrée s'est ouverte à nouveau. Plus de voix, plus forte, plus jeune. Les amis d'Ethan ont envahi mon salon comme s'ils avaient été invités personnellement par le concept de Harvard. L'un d'eux est entré avec une enceinte. Un autre avait un sac en papier qui faisait un bruit de verre, et le son a contracté ma mâchoire parce qu'aucune bonne décision ne s'est jamais annoncée par le tintement du verre lors de la fête d'un enfant. L'homme de Harvard, a crié quelqu'un. La musique a commencé, lourde de basse. Trop forte pour un salon avec des ballons et une enfant de 8 ans. Des tasses sont apparues. Des bouteilles sont apparues. Quelqu'un a ouvert quelque chose avec ce sifflement sec qui n'a pas sa place à côté du glaçage rose. Et mes parents ont laissé faire. Maman a ri, a vraiment ri, et a agité la main comme si elle bénissait une cérémonie. Laissez-les célébrer. C'est Harvard. Le gâteau d'Emma a été poussé sur le côté pour faire de la place aux boissons. Ma table est devenue le bar de félicitations d'Ethan. La salle bougeait autour de lui comme s'il avait son propre système météorologique. Quelqu'un, une tante, l'une des cousines, quelqu'un qui m'avait déjà mentalement réaffecté à son service, a demandé, « Nathalie, tu peux prendre plus d'assiettes ?» J'ai regardé Emma. Ses épaules s'étaient affaissées. Sa couronne s'était inclinée. Elle fixait les bougies éteintes comme si elle essayait de comprendre pourquoi la salle avait oublié le scénario. Je ne voulais pas commencer à crier. Pas devant elle, pas devant Zoé. Alors j'ai hoché la tête comme un animal dressé. Bien sûr, ai-je dit. Je suis entré dans la cuisine parce que c'était ça ou casser quelque chose. La musique tambourinait à travers les murs. Les rires montaient et descendaient. J'ai attrapé les assiettes, je les ai fixées pendant une seconde, j'ai pris une inspiration. Ne rends pas les choses pires pour Emma, me suis-je dit. Ne transforme pas son anniversaire en une dispute dont elle se souviendra. J'ai pris la pile et je suis revenu. Et c'est là que je l'ai vu. Le gâteau d'Emma était par terre. Pas en entier, mais presque. Du glaçage rose étalé sur le bois dur comme si quelqu'un avait essuyé de la peinture. Et Emma était à genoux dans sa robe d'anniversaire, la couronne toujours sur la tête, frottant le glaçage sur le sol avec une serviette en papier comme si on lui avait assigné cette tâche. Ses mains tremblaient. Sa bouche était pincée. Ses yeux étaient humides, de cette manière que les enfants ont quand ils essaient de ne pas s'embarrasser en pleurant. Les adultes l'enjambaient comme si elle était un meuble. Je me suis arrêté si brutalement que mon souffle s'est coupé. « Emma » ai-je dit, et ma voix est sortie trop douce, comme si je ne voulais pas l'effrayer. Elle a levé les yeux vers moi, les larmes s'accrochant à ses cils. « Ils m'ont dit de nettoyer » a-t-elle murmuré. Derrière elle, quelqu'un a gloussé. Une voix a dit, vive et désinvolte, c'est bien pour les enfants. Ça leur apprend la responsabilité. J'ai fixé les adultes debout au-dessus de mon enfant. Mes parents bavardant à proximité comme si c'était normal. Les amis d'Ethan tenant des verres comme s'ils étaient à un barbecue de parking. Et quelque chose en moi est devenu silencieux. Pas calme, pas indulgent, juste fini. J'ai posé les assiettes. Je me suis accroupi à côté d'Emma, j'ai pris la serviette en papier de sa main et j'ai essuyé le glaçage moi-même en un seul mouvement lent. Non, ai-je dit, pas fort, mais fermement. Pas toi. Le menton d'Emma a tremblé. Elle a essayé de se retenir et n'a pas pu. Je l'ai aidée à se lever, j'ai essuyé ses mains, je l'ai serrée contre moi. Viens, ai-je dit doucement. Toi et Zoé dans la chambre. Zoé a suivi sans un mot. Sa mère a hésité au bord de la salle, semblant vouloir dire quelque chose sans trouver de version polie. Dans la chambre d'Emma, les filles étaient assises sur le lit, silencieuses, comme si quelqu'un leur avait volé leur langage. J'ai essayé de sauver un fragment. J'ai trouvé une petite bougie, je l'ai plantée dans un cupcake, je l'ai allumée et j'ai chanté « Joyeux anniversaire » doucement, comme un secret. Emma l'a soufflé sans sourire. Dans le salon, les basses continuaient de frapper. Le nom d'Ethan était à nouveau scandé comme un chant. La mère de Zoé est apparue dans l'encadrement de la porte,
son visage tendu de cette manière prudente et diplomatique qu'ont les adultes quand ils essaient de ne pas insulter la famille de quelqu'un tout en les voyant se comporter comme des ordures. Et, a-t-elle dit doucement. Je pense que nous devrions y aller. Ça devient un peu intense. C'était tôt dans l'après-midi, mais j'ai compris. Ce n'était pas une question d'heure. C'était une question de sécurité. Zoé avait l'air confuse. Les yeux d'Emma se sont à nouveau remplis de larmes. Puis Zoé et sa mère sont partis. Emma a regardé la porte se fermer et quelque chose en elle s'est brisé. Je n'ai personne, a-t-elle murmuré. Tu m'as moi, ai-je dit immédiatement, en la serrant contre ma poitrine. Elle a pleuré dans ma chemise comme si elle essayait de se replier vers la sécurité. Je l'ai tenue jusqu'à ce que les tremblements s'arrêtent. Quand elle s'est finalement endormie d'épuisement, je l'ai bordée et j'ai quitté sa chambre comme si je sortais d'un hôpital. La maison était toujours bruyante, toujours en fête. Je suis entré dans le salon et j'ai essayé 2 fois d'attirer l'attention de quelqu'un, de dire quelque chose, d'exiger quelque chose. Personne ne s'en souciait. J'ai été repoussé par des rires et des « ne sois pas dramatique, c'est Harvard, et un particulièrement suffisant, ne gâche pas la fête ». Alors, je suis parti. Je n'ai pas crié. Pas à ce moment-là. Mais le lendemain matin, ils ont trouvé quelque chose sur la table de la cuisine et sont devenus livides. Il serait plus facile de dire que cette nuit-là est sortie de nulle part, qu'Ethan était habituellement respectueux, que mes parents étaient habituellement des grands-parents normaux, que c'était un événement anormal causé par l'excitation et un mauvais jugement. Mais rien dans ma vie avec eux n'a jamais été un événement anormal. Cela a toujours été un schéma, un long schéma épuisant où les règles se plient pour Ethan et se brisent pour moi. Ethan a 8 ans de moins que moi, ce qui signifie qu'à sa naissance, j'étais assez âgé pour me souvenir exactement de ce à quoi ressemblait la vie avant lui et à quelle vitesse elle a changé après. Je n'ai pas d'histoire dramatique de cris ou d'enfermement dans des placards. C'était plus silencieux que ça. C'était le regard que maman avait quand elle pensait que je ne pouvais pas le voir. Cet éclair de haut, toi encore quand j'avais besoin de quelque chose. J'étais l'accident, l'interruption, la raison pour laquelle mes parents avaient dû se poser plus tôt qu'ils ne le voulaient. Ils ne l'ont jamais dit à voix haute en une phrase claire. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Les enfants excellent à lire le ton. Puis Ethan est arrivé et soudain, mes parents ont agi comme si les bébés étaient la meilleure chose qu'ils avaient jamais inventée. Ils étaient excités. Ils étaient fiers. Ils étaient affectueux d'une manière qui semblait toujours légèrement théâtrale, comme s'ils voulaient un public. Et parce que j'avais 8 ans, et parce que les adultes adorent transformer les filles aînées en employés non rémunérés, je suis devenu partie de l'équipe de soutien d'Ethan. Surveille-le 1 minute, disait maman, et la minute devenait 1 heure. Sois patiente, disait papa. Tu es plus grande. J'ai changé des couches avant d'apprendre la division longue. J'ai préparé des collations. J'ai regardé des dessins animés que je détestais parce qu'Ethan les aimait. J'ai appris très tôt que le moyen le plus simple de survivre était d'être utile. À l'école, j'ai bien réussi, vraiment bien, presque uniquement des A sans essayer d'être flamboyante. J'aimais apprendre. J'aimais le sentiment d'être doué pour quelque chose qui était à moi. Je parlais de l'université comme d'une porte que je pouvais franchir. Mes parents traitaient cette porte comme un piège. L'université coûte cher, disait maman. C'est un gaspillage d'argent. Papa haussait les épaules comme si l'éducation était un passe-temps. Sois pratique. Tu finiras endetté. Et parce que j'étais une adolescente qui voulait l'approbation, j'ai essayé de m'insérer dans la version de la vie qu'ils approuvaient. Concentre-toi sur la famille. Ne sois pas trop ambitieuse. Ne fais pas de plans qui nécessitent qu'ils se montrent. Puis Ethan a atteint l'adolescence et soudain, mes parents ont découvert le concept d'investir dans un enfant. Tuteur, programme, livre de préparation, longue conversation sur son avenir. Il parlait de son éducation comme si c'était une mission sacrée. Je me souviens d'être resté dans la cuisine une fois il y a des années, regardant maman remplir des papiers pour l'un des programmes de tutorat d'Ethan et sentir quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pourquoi n'avez-vous pas fait ça pour moi? Ai-je demandé. Maman n'a même pas levé les yeux. C'est différent. Comment? Ai-je dit. J'avais de meilleures notes qu'Ethan. J'avais presque uniquement des A. Elle m'a finalement regardé comme si j'avais fait une erreur sociale. Tu n'étais pas aussi talentueuse.
J'ai ri parce que c'était soit rire, soit hurler. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Papa est intervenu avec le classique échappatoire parental, nous n'avions pas l'argent à l'époque. Cela aurait presque fonctionné s'il ne dépensait pas actuellement de l'argent qu'il n'avait pas pour le succès d'Ethan. À 16 ans, j'ai commencé à sortir avec Grant. Grant était le fils d'ami de la famille, le genre d'ami de la famille que mes parents traitaient comme la royauté. Ils aimaient Grant avant même que je l'aime. Ils aimaient qu'il soit poli, qu'il dise oui, madame, qu'il vienne d'une famille avec la bonne vibe. Ils ont beaucoup encouragé cela. À 16 ans, je pensais que cela signifiait qu'il tenait à moi. Je pensais que cela signifiait que j'avais enfin fait quelque chose de bien. À 18 ans, je suis tombée enceinte. Grant a disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur supprimer. Pas de longue conversation. Pas d'adieu dramatique. Il s'est juste évanoui. Comme si ce n'était pas son problème. Et mes parents, qui l'avaient loué comme un futur sénateur, se sont retournés contre moi si vite que ça m'a donné le coup du lapin. Ils m'ont blâmé d'avoir tout gâché, d'avoir jeté une bonne chose. D'être tombée enceinte trop tôt, comme si la grossesse était quelque chose que je faisais seul dans ma chambre, comme un projet manuel. Ils n'ont jamais dit une seule fois, il t'a laissé tomber. Ils ont dit, tu as échoué. Grant est parti poursuivre ses études et son avenir. Je suis resté à la maison avec un bébé et le genre d'épuisement qui rend vos os lourds. Je n'avais pas le luxe de m'effondrer. J'avais un enfant qui avait besoin de nourriture et de couches et une mère qui ne s'effondrait pas. Alors, j'ai travaillé dur. J'étais doué avec les ordinateurs, je l'avais toujours été. Je m'apprenais des choses tard dans la nuit pendant qu'Emma dormait. J'ai pris du travail que je pouvais faire à domicile. Des tâches, des projets, tout ce qui se présentait. Il y avait des nuits où je travaillais jusqu'au lever du soleil avec une oreille tendue vers la respiration d'Emma, terrifié à l'idée qu'elle se réveille et que je n'ai plus rien à donner. Finalement, ça a commencé à marcher. Pas un travail de riche, pas un travail d'influenceur, juste stable. Assez stable pour respirer. Assez stable pour arrêter de mendier la compassion de la vie. Assez stable pour acheter une maison. Des années plus tard, l'entreprise de mes parents a fait faillite. Je n'ai jamais eu d'explication claire. Juste des propos vagues sur la malchance et les temps difficiles et des décisions qui leur étaient arrivées, pas à cause d'eux. Ils avaient besoin d'un endroit où aller. C'était censé être temporaire. Ethan était mineur à l'époque. Il est venu aussi. 2 ans ont passé. Ils ne sont jamais partis. Ils n'ont pas contribué. Pas de loyer, pas de facture, pas de course. Ils se sont installés comme si mon domicile était une extension de leurs droits innés. Et quelque part en cours de route, l'attente s'est formée silencieusement. Je paierai pour l'avenir d'Ethan comme on avait toujours attendu de moi que je le fasse. Frais de scolarité, dépôt, logement, peu importe ce que l'université exigeait, parce que j'avais de l'argent maintenant, parce que j'étais la famille. Parce qu'Ethan était l'investissement. Alors, quand j'ai regardé Emma à genoux en train de nettoyer le glaçage sur le sol, cela n'a pas ressemblé à un anniversaire gâché. Cela a ressemblé à un avertissement. Emma n'a pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Elle est restée allongée dans son lit, fixant l'obscurité, les yeux ouverts, le corps immobile, comme si elle était devenue une statue. Je me suis assise au bord de son matelas et j'ai essayé de lui proposer des solutions, parce que c'est ce que font les adultes quand les enfants ont mal. Nous voulons réparer les choses rapidement. Nous voulons effacer la douleur pour ne pas avoir à rester assis dedans. Nous pouvons célébrer à nouveau, ai-je dit doucement. Nous pouvons faire quelque chose de spécial. Je peux réserver quelque chose. Will, Emma a détourné son visage. Non, a-t-elle murmuré comme si le mot lui coûtait cher. Ça ne sera pas la même chose, ai-je dit, en essayant de paraître calme alors même que ma poitrine semblait être comprimée. Elle n'a pas répondu. Elle a juste cligné des yeux lentement comme le font les gens quand ils essaient de ne pas pleurer. Après un long silence, elle a dit, « Est-ce que je peux juste être seule ?» Ma gorge s'est nouée. Oui, ai-je dit. Bien sûr. Je me suis levé, j'ai lissé sa couverture, j'ai embrassé son front. Elle n'a pas bougé. Je suis sorti de sa chambre et j'ai fermé la porte doucement. Dans le couloir, la maison semblait différente. Plus bruyante, mais pas paisible non plus,
comme si l'air avait été empoisonné et attendait de se déposer. Je suis entré dans ma chambre et je me suis assise sur le lit pendant 1 minute, les mains sur les genoux, fixant le mur comme s'il pouvait me dire quoi faire ensuite. Puis la voix d'Emma a résonné dans ma tête. Petite, calme, honnête. Il ne se soucie pas de moi. Je ne lui avais pas enseigné ces mots. Elle les avait appris en observant. Et c'était la partie qui a brisé quelque chose en moi. Pas de la colère exactement, quelque chose de plus froid, quelque chose de plus tranchant. Je suis allé à mon ordinateur, l'imprimante a vrombi dans le calme comme si c'était le seul son honnête dans la maison. J'ai imprimé 3 avis, nets, clairs, 30 jours. Maman, papa, Ethan. Je les ai empilés soigneusement, placés sur la table de la cuisine comme si je préparais des marque-places pour un dîner. Puis je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis allongé dans le lit à fixer le plafond jusqu'à ce que le sommeil me prenne enfin. Quelque part dans la matinée, je me suis réveillé avec des cris. Pas les étouffés, ceux à plein volume. La voix de maman vive et haute. Le grondement plus grave de papa. Le bord en colère d'Ethan. Je suis resté là pendant 1 seconde à écouter et j'ai détesté le sentiment qui montait dans ma poitrine. La satisfaction, pas la joie, pas la fierté, juste un petit sentiment coupable de enfin. Puis quelqu'un a frappé à ma porte. Nathalie. Maman a sifflé comme si elle essayait d'empêcher sa rage de réveiller toute la maison, sans succès. J'ai ouvert la porte. Maman se tenait là, agitant le papier dans sa main. Papa se profilait derrière elle, la mâchoire serrée. Ethan se tenait un peu en retrait, les yeux écarquillés comme s'il ne pouvait pas décider s'il était furieux ou effrayé. Qu'est-ce que c'est ? A lancé maman. J'ai regardé le papier, puis son visage. Baisse le ton, ai-je dit uniformément. Emma dort. Les yeux de maman ont brillé. Es-tu sérieuse là ? Oui, ai-je dit. Je suis sérieuse là. Papa s'est avancé. Tu ne peux pas être sérieuse à propos de ça. Maman m'a poussé le papier. Tu mets ta famille à la porte. J'ai soutenu son regard. Emma et ma famille. Ethan a fait un bruit comme un rire, mais il est sorti bizarrement. C'est de la folie. La voix de maman tremblait. Nous vivons ici. Où sommes-nous censés aller ? Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Le calme est plus fort que les cris quand quelqu'un s'attend à ce que vous cédiez. C'est ma maison, ai-je dit. Et la maison d'Emma. Vous allez vivre ailleurs. Maman m'a fixé comme si elle attendait que je cligne des yeux et que je m'excuse. Papa a essayé un angle différent. Est-ce à propos de la nuit dernière ? Nathalie, c'était une célébration. C'était l'anniversaire de ma fille, ai-je dit. Ethan s'est moqué. Oh, waouh. Tu fais vraiment ça à cause d'une fête ? Je n'ai pas bronché. Emma a pleuré jusqu'à s'endormir. La bouche de maman s'est serrée. Tu es jalouse, a-t-elle dit. Et c'était presque drôle de voir à quelle vitesse elle avait atteint cela. Tu es jalouse parce qu'Ethan réussit. J'ai laissé échapper un court rire qui n'était pas joyeux. Ma fille de 8 ans était à genoux en train de nettoyer le glaçage sur le sol pendant que les gens l'enjambaient, ai-je dit. Et tu veux me parler de jalousie ? Maman a ouvert la bouche, puis l'a refermée, puis l'a ouverte à nouveau comme si elle était en train de charger. C'est du glaçage, a-t-elle finalement craché. C'était son anniversaire, ai-je répondu. Ethan s'est avancé. Elle n'avait qu'une seule amie ici, a-t-il dit, la voix montant. Ce n'était même pas une vraie fête. Tu fais une grosse affaire pour rien. Papa a hoché la tête comme si cela avait du sens. Les anniversaires arrivent chaque année, a-t-il ajouté comme s'il offrait de la sagesse. Et Harvard n'arrive qu'une fois, a terminé maman triomphalement. Je les ai fixés et la désolation de la chose m'a presque donné le vertige. Vous auriez pu célébrer n'importe quel autre jour, ai-je dit doucement. N'importe quel jour que vous avez choisi le sien. Le visage de maman est devenu rouge. Tu exagères. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas listé chaque fois qu'ils avaient choisi Ethan. Je n'ai pas déballé toute l'histoire dans le couloir comme une valise. J'ai juste pointé le papier dans sa main. Vous avez 30 jours, ai-je dit. Tous les 3. Les yeux de maman sont devenus sauvages.
Tu ne peux pas faire ça. Je peux, ai-je dit. Et je le fais. Papa a essayé de se mettre dans l'encadrement de la porte comme s'il pouvait physiquement bloquer la réalité. Allez, nous sommes de la famille. J'ai soutenu son regard. Alors comporte-toi comme tel. Puis Emma est sortie, les cheveux en désordre, le visage pâle. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé, la voix petite. Je me suis retourné instantanément, mon visage s'adoucissant comme en appuyant sur un interrupteur. Rien, chérie, ai-je dit. Tout va bien. Emma a cligné des yeux devant les adultes en colère, puis m'a regardé. Ses yeux posaient une question pour laquelle elle n'avait pas de mots. J'ai marché vers elle, je me suis agenouillé et j'ai lissé ses cheveux. On discute juste, ai-je dit doucement. Retourne te coucher, d'accord? Elle a hoché la tête lentement et a disparu dans sa chambre. Je me suis levé, je me suis retourné vers eux et j'ai répété, stable et clair. 30 jours. Quelque chose a changé. Je l'ai vu sur leur visage. Le moment où ils ont réalisé que je ne bluffais pas, que ce n'était pas une crise de colère pour laquelle je m'excuserai plus tard. La bouche de maman s'est serrée. Papa a détourné le regard. Les yeux d'Ethan se sont durcis. Ils se sont retirés sans un mot de plus. Dans les jours qui ont suivi, la maison s'est transformée en réfrigérateur. Pas en termes de température, en termes d'émotion. Tout le monde se déplaçait les uns autour des autres comme des fantômes. Les portes se fermaient doucement, mais avec un sens. Les tasses étaient laissées sur les comptoirs comme de petits actes de guerre. Maman soupirait bruyamment quand j'entrais dans une pièce. Papa me fixait à travers moi comme si j'étais une étrangère louant de l'espace. Ethan restait principalement dans sa chambre, ne sortant que quand il voulait de la nourriture ou un public. J'ai gardé ma routine. J'ai préparé Emma pour l'école. J'ai fait son déjeuner. J'ai souri comme si je ne portais pas une brique dans ma poitrine. Je n'ai pas laissé Emma errer dans l'attention adulte. Si elle posait des questions, je répondais avec une vérité calme et adaptée à son âge, puis je la redirigeais vers ses devoirs ou des dessins animés ou la dernière histoire dramatique de cours de récréation de Zoé. Dans les moments calmes, j'ai commencé à planifier un anniversaire heureux doux. Quelque chose de réel, quelque chose de sûr, quelque chose qui appartenait à Emma, pas à l'ego d'Ethan. Puis l'appel a commencé. Des parents à qui je parlais à peine avaient soudainement mon numéro. Tu mets ta famille à la porte, a exigé une tante comme si elle m'avait surprise en train de commettre un crime. Tu les rends sans abri, a dit quelqu'un d'autre. Comment peux-tu? Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit la vérité. J'ai décrit le visage d'Emma, le glaçage, l'alcool, la musique forte, et ma petite de 8 ans frottant le sol comme si elle était du personnel. La ligne est devenue silencieuse. Oh, a dit quelqu'un finalement. Plus petit, moins vertueux. Et après cela, les appels ont changé de ton. Les gens ne se sont pas excusés exactement, mais l'indignation s'est drainée hors d'eux comme si quelqu'un avait retiré un bouchon. C'était incroyable de voir à quelle vitesse la loyauté familiale s'est transformée en silence embarrassant une fois que l'histoire impliquait un enfant réel. Une semaine après le début de la guerre froide, j'ai pensé que c'était peut-être le pire. Puis il y a eu un autre coup à ma porte. Maman et papa se tenaient là, le visage tendu, les yeux aigus. Papa a parlé le premier, la voix tendue. Qu'est-ce qui est arrivé à l'argent? Je l'ai fixé. Quel argent? Les mains de maman tremblaient. Nous essayons de faire le paiement, a-t-elle lancé. Dépôt de scolarité. Dépôt de logement. Nous ne pouvons même pas nous connecter. C'est parti. J'ai senti le calme s'installer dans mes os comme s'il attendait. Oh, ça, ai-je dit. Les yeux de maman se sont agrandis. Nathalie, ne joue pas au jeu. Je ne l'ai pas fait. C'était mon argent, ai-je dit simplement. La mâchoire de papa s'est serrée. Tu as dit que tu aiderais. J'y réfléchissais, ai-je dit. Avant que vous ne transformiez l'anniversaire de ma fille en pré-soirée de beuverie Harvard. Le visage de maman s'est tordu. C'est Harvard, a-t-elle sifflé comme si le mot lui-même devait me faire peur jusqu'à l'obéissance. Comprends-tu à quel point c'est cher? Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi il est fou que vous ayez supposé que c'était ma responsabilité. La voix de papa s'est élevée. Nathalie.
Je l'ai coupé, toujours calme. Le compte est à mon nom. Vous aviez un accès temporaire parce que vous vous attendiez à ce que je paie. J'ai supprimé votre accès. J'ai déplacé l'argent. Maman m'a fixé comme si elle essayait de traiter une langue qu'elle ne parlait pas. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit, la voix se brisant. Je viens de le faire, ai-je dit. Son visage est devenu rouge. Nous allons être sans abri. Vous avez encore 23 jours, lui ai-je rappelé. Sans abri est dramatique. Papa s'est avancé. Tu ruines son avenir. Non, ai-je dit, je refuse de le financer. La voix de maman est devenue stridente. C'est ton frère. Et Emma est ma fille, ai-je dit, et ma voix a finalement tranché. Tu as rendu cela très clair. Lequel de ces deux points compte pour toi? Ils m'ont fixé comme si je les avais giflés. Tu ne peux pas faire ça à un jeune de 18 ans, a dit papa. Il peut obtenir des prêts, ai-je dit. Il peut travailler. Il peut postuler à des bourses. Il peut se débrouiller. La bouche de maman est tombée ouverte. Se débrouiller. Il ne devrait pas avoir à le faire. J'ai failli rire. Drôle. C'est ce que vous m'avez dit. Ils sont partis en fureur, claquant les portes comme de la ponctuation. Emma était à l'école. Heureusement, elle n'a pas eu à regarder ça. Ce soir-là, Ethan est rentré. Il ne se pavanait pas. Il ne ricanait pas. Il semblait ébranlé, comme si quelqu'un avait débranché le monde qu'il pensait garanti. Il se tenait dans la cuisine, les mains dans les poches de son sweat à capuche, les yeux se tournant vers moi comme s'il était nerveux. Et, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste continué à laver une tasse lentement comme si j'avais tout le temps du monde. Ethan s'est raclé la gorge. Maman et papa ont dit que tu avais pris l'argent. Je l'ai fait, ai-je dit. Il a dégluti. Nathalie, j'ai 18 ans. Comment suis-je censé payer l'université? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pour la première fois de sa vie, Ethan avait l'air effrayé. Les frais sont fous, a-t-il murmuré. Dépôt, logement. C'est Harvard. Je sais, ai-je dit. Il a fait un pas de plus. J'espérais un peu que tu m'aiderais. Tu es ma sœur. Tu as toujours été là. Il y avait quelque chose de presque tendre dans la façon dont il l'a dit, comme s'il y croyait. Comme si mon rôle dans sa vie était une loi naturelle. Il s'est précipité, plus doux maintenant. Et regarde, la fête. Je comprends que c'était le bazar. C'étaient mes parents. Ils l'ont organisé. Ils l'ont poussé. Je n'ai pas pensé. Je veux dire, c'est l'anniversaire d'une enfant. Je sais que c'était. Ouais. Il a baissé les yeux. Les gens font des erreurs. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas puni avec un discours. Je n'ai même pas dit si je pardonnais ou non. J'ai juste dit simplement, je ne paie pas. Le visage d'Ethan est tombé. Mais tu peux obtenir un travail, ai-je dit. À temps partiel. Tu peux postuler pour des aides, des bourses, des prêts. Tu peux te débrouiller. Il m'a fixé comme si j'avais suggéré qu'il escalade l'Everest pieds nus. Je n'ai jamais. A-t-il commencé, puis s'est arrêté. Je sais, ai-je dit doucement. Sa voix a un peu craqué. Tu fais vraiment ça? Oui, ai-je dit. Il est resté là, figé, comme s'il attendait la chute. Il n'y en avait pas. Finalement, il a reculé. D'accord, a-t-il marmonné. Puis il a quitté la cuisine avec le genre de marche lente et vaincue qui vous fait réaliser à quel point une personne a toujours été portée. Quelques jours plus tard, maman et papa sont venus me voir avec ce qu'ils pensaient être l'arme finale. L'ultimatum. Maman se tenait dans le couloir, les bras croisés, les yeux durs. Nous pouvons trouver des arrangements de logement, a-t-elle dit froidement, comme si elle offrait un compromis qu'elle ne pensait pas. Si c'est ton problème. Papa a hoché la tête. On partira si tu veux. On trouvera quelque chose. Puis maman s'est penchée en avant, la voix basse et tranchante. Mais tu dois payer pour Ethan. C'était là. Propre. Clair. Pas s'il te plaît. Pas aide.
Tu dois. Si tu ne le fais pas, a-t-elle dit, ses lèvres se courbant. Alors c'est fini. Nous ne sommes plus tes parents. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec toi. Je l'ai fixé et la chose la plus étrange s'est produite. Je n'ai pas ressenti de panique. J'ai ressenti de la clarté, parce que là, dans cette phrase, elle a prouvé exactement ce qu'Emma avait murmuré la nuit de son anniversaire. Ils ne se souciaient pas assez de leur petite fille pour la protéger. Ils se souciaient assez du statut de leur fils pour sacrifier n'importe qui. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, ai-je dit. Maman a cligné des yeux. D'accord, je ne paie pas, ai-je dit. Et si me couper les ponts est ce que vous devez faire pour vous sentir juste à ce sujet, allez-y. Le visage de papa s'est tendu. Nathalie, non, ai-je dit, calme à nouveau. J'ai fini. Maman m'a fixé comme si elle s'attendait à ce que je m'effondre. Ce ne fut pas le cas. Et quelque part derrière elle, dans le calme de la maison, j'ai imaginé la couronne d'Emma glisser de sa tête et être remplacée par quelque chose de mieux. La sécurité. 1 an plus tard, Emma a eu 9 ans. Nous avons fait un petit anniversaire à la maison. Gâteau, bougies, quelques enfants, les gens qui se présentent vraiment. Emma était heureuse. J'étais calme. La maison semblait être la nôtre à nouveau. C'est la mise à jour sur nous. Maintenant, la partie sur laquelle tout le monde pose des questions. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis le jour où ils sont partis, mais j'ai toujours des cousins. Et les cousins adorent 2 choses, les discussions de groupe et les mises à jour sur les catastrophes. D'après ce que j'ai entendu, mes parents ont fini dans une location bon marché à l'autre bout de la ville. Le genre avec des murs fins, de la mauvaise moquette, et des voisins qui ont aussi des revers temporaires. Ils sont retournés au travail, tous les 2. Longues heures, 0 fierté, et toutes leurs économies envolées. Brûlés en essayant de maintenir l'histoire d'Harvard d'Ethan en vie juste un peu plus longtemps. Ce qui m'amène à Ethan. Oui, il a été admis à Harvard. Mes parents ont traité cette acceptation comme si elle venait avec une greffe de personnalité et une carrière garantie. Puis le premier semestre est arrivé. Il s'avère que Harvard ne se soucie pas du nombre de tuteurs que vous avez eus. On attend toujours de vous que vous soyez présent, que vous suiviez le rythme et que vous surviviez sans que quelqu'un réécrive votre vie pour vous. Ethan a essayé, en quelque sorte. Il a pris des prêts et a pris des boulots, mais il n'avait jamais appris à travailler et à étudier en même temps parce qu'à la maison, le travail était quelque chose que les autres faisaient pour lui. Il a commencé à manquer des cours, puis des quarts de travail, puis des échéances. Mes parents ont continué à couvrir, à payer, à insister sur le fait qu'il s'adaptait. À la fin de l'année, il a abandonné. Et voici la partie qui est presque poétique. Aux dernières nouvelles, les 3 vivaient toujours ensemble dans cette même location bon marché. Mes parents s'épuisant au travail, finançant toujours l'existence d'Ethan, pendant qu'Ethan passe la plupart de ses journées sur le canapé à regarder la télévision, à prendre du temps, en attendant que la motivation tombe du plafond. Pendant ce temps, dans ma maison, mon argent reste sur mon compte, mon stress reste bas, et ma fille ne frotte le désordre de personne sur le sol pour son anniversaire. Je ne regrette pas d'avoir mis mes parents à la porte, pas une seule fois. La seule chose que je me demande encore parfois tard dans la nuit quand mon cerveau devient dramatique, c'est Ethan. Il avait 18 ans. Refuser de payer les frais de scolarité était-il la bonne décision? Suis-je allé trop loin ou pas assez? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour